Dans les années 90-2000, les adolescents dont je faisais partie n'avaient pas encore internet, mais ils avaient la radio. Et le soir, sous la couette, on ne scrollait pas TikTok, mais on allumait Fun Radio en secret. Et on écoutait avec le son le plus bas possible l'émission du Star System, animée par Max. Cet animateur, ancêtre de nos youtubeurs actuels, avait un faible pour les canulars téléphoniques et les auditeurs interlopes qui appelaient tard le soir. Parmi ces derniers se trouvait un personnage qui a particulièrement marqué cette époque. Il s'agissait de Gérard Cousin, appelé aussi Gérard de Suresnes. Ex-routier SDF animait 1 à 3 fois par mois des débats totalement absurdes et hystériques durant lesquels les auditeurs l'insultaient ou tenaient des propos sans queue ni tête pour le faire hurler le plus possible. Persuadé d'être à la tête d'une émission sérieuse, Gérard était en fait le dindon de la farce, la pièce principale d'un immense dîner de cons radiophonique. Alors qu'on pensait que cette parenthèse radiophonique était morte et enterrée depuis 2002, mon invité en a fait un livre extrêmement touchant et très bien documenté intitulé Le con de minuit. Thibaut Ress, bonjour. Bonjour David. Tu es journaliste indépendant, spécialisé sur les enquêtes au long cours. Tu as participé au numéro légendaire, on peut le dire comme ça, de Society consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. Tu as sorti en 2023 L'inconnu de Cleveland, une investigation sur l'une des énigmes policières les plus célèbres des États-Unis. Et du coup, quand on voit ton pédigré, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir réalisé une enquête sur Gérard de Suresnes, qui était quand même un petit épiphénomène des années 90. J'ai été journaliste au Parisien pendant presque 10 ans, essentiellement en service police-justice, faits divers. Et j'ai quitté le Parisien en 2017 avec la volonté de faire des articles au long cours, des grandes enquêtes dans la presse magazine et aussi des livres. Et j'avais un petit carnet avec des idées de sujets que j'avais envie de traiter. Il y avait cette histoire de Gérard de Suresnes qui m'était restée dans un coin de la tête. Dans des circonstances que j'évoque dans le livre, cette histoire me revient en 2015. Donc moi, j'étais un auditeur de Gérard, de la libre antenne de Fun Radio. Je vais sur Wikipédia et je m'interroge à savoir qu'est-ce qu'est devenu Gérard. Et là, je m'aperçois de deux choses. La première, c'est qu'il est mort jeune, à l'âge de 43 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été enterré au Carré des Indigents. C'est ça qui va me donner envie de creuser ce sujet, de savoir en fait comment cet homme que je considérais comme une superstar quand j'avais 15 ans a pu être enterré dans la misère et la solitude la plus absolue. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur cette époque, on va dire milieu des années 90, tout début 2000 en quoi consistaient les radios libres en quoi c'était un média de masse justement et plus précisément qu'est-ce que c'était que le Star System de Max sur Fun Radio? Donc il y a la libéralisation de la FM à l'arrivée de François Mitterrand et donc c'est la grande époque où les radios pirates, qui étaient des radios comme Énergie, qui étaient fabriquées, bricolées dans des appartements ou des garages, vont avoir le droit d'émettre de manière officielle. Au fil des années 80 et au début des années 90, ces radios qui étaient un peu des radios amateurs au départ, vont se professionnaliser et devenir des radios commerciales. L'exemple typique, c'est Énergie. Et Fun Radio va être dans ce même mouvement. À la fin des années 90, il va y avoir une reprise en main encore plus importante avec les grands groupes qui vont devenir les propriétaires de ces radios, encore une fois, qui au départ étaient des radios bricolées. À ce moment-là de l'histoire, vont émerger ce qu'on appelle les libres antennes, avec des animateurs ou des animatrices comme Super Nana, comme Mahler sur Skyrock. Il va y avoir ces émissions qui vont être, comme leur nom l'indique, des libres antennes, où des auditeurs vont pouvoir appeler sous n'importe quel prétexte, sous n'importe quel motif, que ce soit pour raconter leur peine de cœur, que ce soit pour chanter une chanson, pour faire un canular à leur grand-mère. Voilà. Et le Star System de Max, c'est la caricature de ce type d'émission un peu fourre-tout, où l'interactivité est vraiment reine, et où on peut dire tout et n'importe quoi. Et souvent, c'est des émissions le soir, avec une liberté de ton, inspirée par le modèle d'Howard Stern, qui est absolue, totale. Cet animateur, il avait un espèce de rôle on pourrait dire de grand frère, voire presque même d'influenceur. On pourrait complètement le comparer à un youtubeur ou un streamer aujourd'hui, quoi. Oui, totalement. Ce sont des jeunes gens, que ce soit Koé, Max, Diffoul, ce sont des jeunes hommes qui avaient dans 20-25 ans. Ils ont une liberté vraiment totale, avec l'idée qu'ont ces PDG de radio que ils savent s'adresser aux jeunes de leur âge, quoi, en gros. Donc il y a une forme de confiance, de licence qui leur est donnée. Et Max va en profiter à fond en faisant découvrir à toute une génération de gamins comme moi, comme toi,
des groupes de musique. Max a été le premier à passer de la techno à l'antenne, sur une antenne nationale de radio, à l'époque où c'était vraiment une niche. Il nous a fait découvrir tout un pan de la pop culture, lui qui était un avide de musique, de séries, de ciné, etc., de choses dont on n'avait absolument pas connaissance. Et donc dans tout ce capharnaüm, il y a Gérard qui débarque à un moment donné en appelant dans une cabine téléphonique. Comment il est monté comme ça au fur et à mesure dans cette émission, Gérard de Suresnes? La particularité de la libre antenne et encore plus de la libre antenne de Max, c'est que tout le monde peut appeler pour dire tout et n'importe quoi. Et cette particularité, elle permet aussi à des hurluberlus, des énergumènes, qui sont mis de côté par les autres radios via le filtre qu'est le standard. Et ben ces gens-là, sur les antennes de Max, ils ont le droit de venir s'exprimer. Ils sont même passés en priorité, parce que Max trouve que justement, on est dans l'anarchie, dans le côté punk, trash. C'est amusant d'avoir des gens qui n'ont pas les codes culturels et sociaux pour s'exprimer sur une radio nationale et leur donner justement un micro. Max va un peu creuser ce sillon et donc donner pour instruction à ses standardistes, quand il y a des gens un peu barrés, au téléphone, au standard, de les passer à l'antenne, plutôt que de les écarter. Et Gérard en fait partie. Au départ, Gérard, c'est un auditeur, comme beaucoup d'autres, qui appelle le standard de Max. La différence, c'est que lui, il appelle depuis une cabine téléphonique en bas de son HLM. On est au mois de décembre, il est en t-shirt et en tongs, et il va réciter des poèmes d'amour. Sauf que ce sont des poèmes pas très inspirés. On est assez loin de Rimbaud et Verlaine. Et donc, tout de suite, ça va déclencher l'hilarité de Max. Et les auditeurs vont appeler pour manifester aussi le fait que ça les fait beaucoup marrer, ce type qui a l'air d'avoir bu un coup en plus. Max va rappeler à intervalles réguliers Gérard dans sa cabine téléphonique en lui donnant des rendez-vous à l'antenne en disant demain à 21h, tu vas dans ta cabine et on t'appellera. Et donc il va réciter ses poèmes comme ça des semaines durant jusqu'à devenir vraiment une figure de l'antenne, un auditeur régulier, quoi. Et après ces poèmes, il va commencer à raconter des histoires drôles. Et puis, il va commencer à partager des bouts de sa vie. C'est quelqu'un qui est au chômage, qui a été routier, qui touche une allocation handicapée parce qu'il a eu un accident de camion. Et qui, par ailleurs, cherche l'amour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il vient déclamer ses poèmes d'amour à l'antenne. Il y a un petit côté presque télé-réalité avant l'heure, finalement. Totalement, un peu confession intime, tu vois. Il va devenir un personnage récurrent de l'antenne. Les auditeurs vont en redemander, Vraiment, ils appellent pour interagir avec Gérard à l'antenne, lui dans sa cabine, toujours. Et au bout d'un an de ces passages réguliers, Gérard va être invité à venir en studio et va prendre le micro et interagir en direct au micro de Fun Radio avec des auditeurs. Et c'est là que vont naître les fameux débats de Gérard. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle était l'ambiance de ces débats, en quoi déjà consistait l'émission et comment à chaque fois ça tournait complètement au vinaigre calculé, Au départ, le principe est assez simple et tout est dans le titre, ce sont des débats animés par Gérard. Et donc Gérard doit venir en studio avec deux sujets qui seront mis soumis au débat avec des auditeurs qui appellent pour réagir à ce thème. Et c'est sur des sujets de société, beaucoup autour des relations amoureuses. Ça, c'est pour le principe sur le papier. En vérité, ce que ne sait pas Gérard, c'est que ce n'est pas du tout une émission, ce n'est pas du tout une émission de débat, c'est un dîner de cons radiophonique dont le principe est que les gens appellent, se moquent de Gérard, de son inculture, de se parler un peu des faubourgs caractéristiques, de sa vie privée, puisque Gérard a l'imprudence de révéler des morceaux de sa vie privée. Et le but ultime, c'est de le faire s'énerver, c'est de le faire enrager. Et ça ne rate jamais. Et dès les premières minutes de l'émission, le but est atteint en général. Et dans ce dispositif, en fait, toutes les personnes qui travaillaient à la radio étaient complices. C'est-à-dire, il y a Max qui observait la chose un peu à l'écart dans son bureau, les standardistes, les réalisateurs. L'idée, c'était, pour avoir le meilleur débat possible, c'était d'avoir les questions les plus bêtes, les plus idiotes possibles, finalement. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment orchestré. Évidemment, les auditeurs sont dans la confidence. Personne n'appelle pour débattre sérieusement du sujet qui est soumis à la discussion. Mais l'équipe autour de Gérard aussi est dans la confidence. C'est-à-dire qu'il y a un standardiste, un réalisateur, et ils vont avoir pour but de faire bouillir la marmite
Je prends l'image dans le livre du thermostat. S'il y a des auditeurs qui viennent, qui sont trop hargneux, qui font trop vite bouillir la marmite, on va faire entrer des auditeurs qui vont avoir pour objectif de calmer Gérard, de faire un peu redescendre la pression. Et puis s'il y a des moments d'accalmie qui durent trop, on va faire rentrer des auditeurs qui, eux, vont avoir pour rôle de faire monter Gérard tout de suite en pression et de le faire exploser, quoi. Et donc tout ça ce sont des règles non écrites. Mais pour les auditeurs qui écoutent l'émission, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que tout ça est cousu de fil blanc, bien entendu. Alors on ne se rend pas forcément compte à l'époque, mais comme tu disais tout à l'heure qu'en gros, tu avais l'impression que Gérard était une célébrité, et dans les faits, il l'était vraiment. Il a côtoyé, effectivement, même pas forcément sans savoir les plus grands. Après l'émission, il allait à la loco avec toute l'équipe. Il a fait un voyage de presse à New York. Il est allé au Festival de Cannes. Est-ce que les débats, ça a vraiment changé sa vie? Est-ce qu'il a eu un véritable accès comme ça à la célébrité? La première réaction, notamment pour ceux qui n'ont pas connu, c'est que c'est une incroyable cruauté quand même. Le fait que cet homme intervienne dans une émission dont le but est de le faire enrager sans qu'il le sache. Et de fait, c'est vrai. Le principe est cruel. Gérard, au moment où il devient animateur des débats de Gérard, c'est un marginal qui dépérit dans son HLM de Suresnes, seul, qui est alcoolique, et qui, lorsqu'il va devenir le comte de ce dîner de cons, paradoxalement, va reprendre du poil de la bête. Notamment, il ne boit pas quand il y a les émissions, il est très souvent sobre. De temps en temps, il va venir ivre, mais en vérité, c'est assez rare. Il va rencontrer l'amour, puisque une auditrice des débats de Gérard va demander à le rencontrer, et ils vont s'installer ensemble, ils vont vivre une très belle histoire d'amour. Et Gérard c'était vraiment le but premier pour lui quand il intervient à l'antenne, de trouver une femme. Et puis il va accéder effectivement à une forme de notoriété. Il va entrer en boîte de nuit tous les vendredis gratuitement à la loco, qui s'appelle La Machine maintenant. Il va jamais payer, il va être rincé en ticket de boisson et s'amuser toutes les nuits. On a beaucoup de témoignages qui montrent qu'il était très heureux dans ces soirées-là. Il va signer des autographes à la pelle, que ce soit en boîte, dehors, où il est reconnu, parce qu'il y a toujours une foule de gamins devant Fun Radio en permanence à l'époque. Il va prendre l'avion pour la première fois. Il va à l'étranger pour la première fois, en Belgique d'abord et puis ensuite à New York. À la lumière de la vie de Gérard que j'ai pu documenter avant les débats et après les débats, on peut considérer que ce qui apparaît comme un jeu de massacre cruel était en fait une parenthèse enchantée dans la vie de cet homme-là. Quel était le rapport qu'il entretenait avec le présentateur, avec Max justement? Parce qu'ils avaient l'air quand même... C'est lui qui l'a découvert, Max a découvert ce personnage. Il l'a fait tourner à l'antenne pendant presque 8 ans. 6 ans. 6 ans, pardon. 6 ans. C'était quoi leur rapport exactement, leur relation? C'est l'un des intérêts de cette histoire, et ça ajoute encore à son côté totalement surnaturel. Gérard, comme je l'ai dit, c'est un marginal. Il a été marginal à peu près toute sa vie, à l'exception d'une brève période où il était marié et il avait un travail stable, mais que ça n'a pas duré très longtemps. C'est un enfant de la DAS qui a des carences multiples et qui a toujours vécu soit dans des HLM, soit dans des meublés, comme on disait, soit dans des foyers pour sans-abri, qui n'a pas été à l'école ou très peu. Et en face de ça, il y a Max. Et c'est pas possible d'avoir deux personnages aussi antagonistes que ces deux-là. Max, qui s'appelle, dans son vrai prénom, Franck, c'est et donc ils ont 8 ans de différence. Gérard est plus vieux que Max de 8 ans. Il est né dans une famille modèle, bourgeoise des Yvelines, et il a vraiment une enfance privilégiée, quoi. Totalement à l'écart de tout ce qui fait la vie de Gérard, si je puis dire. Leur relation est vraiment protéiforme. Il y a une relation, je pense, amicale, qui est indéniable. Qui fait que Max est un confident de Gérard, qui est quelqu'un, comme j'ai dit, qui a un passé cabossé, qui a de multiples difficultés, et Max va vraiment jouer ce rôle de confident hors antenne. Il va lui donner ses tickets restaurant en début de mois, il va lui régler des factures, il va donner l'autorisation à ce que des démarches administratives soient faites au nom de la radio, pour qu'il retrouve une couverture sociale, par exemple. Mais il ne va pas le payer, par contre. Il va le payer
pendant une assez courte durée. Au départ, dans les débats de Gérard n'est pas payé. Il va être payé à un moment de l'histoire. Ça va durer à peu près un an et, et ça va s'arrêter parce que Gérard, une fois qu'il est payé, va faire preuve d'une certaine mauvaise volonté, comme s'il se sentait un peu arrivé, quoi. Et il va arrêter de faire des efforts, il va traîner des pieds pour venir au studio, il va se trouver des prétextes pour pas assurer son émission. Et donc au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais les débats de Gérard vont quand même continuer. Et Gérard accepte de revenir en studio sans être payé. Et donc il y a cette relation amicale, cette relation de soutien moral et financier. Mais à l'antenne, il y a une relation qui est quand même assez toxique. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que Max, dans une interview que j'ai retrouvée des années après la fin des débats de Gérard, dira je me demande comment j'ai fait pour manipuler autant un homme, quoi. Et donc, il y a ce côté où il se moque de Gérard de manière plus ou moins ouverte, mais avec la complicité, évidemment, de tous ceux qui écoutent. Mais hors antenne, il change totalement de relation. Et cette relation un peu hiérarchique, un peu toxique, de manipulation, je pense, côté Pile, révèle en vérité une amitié un peu improbable, mais sincère, côté face, quoi. L'histoire de Gérard finit par se terminer, en tout cas à la radio en 2002. Il va avoir une espèce de coup d'éclat un peu étrange. Il va crier Heil Hitler en direct à la radio. Ça va signer la fin de son aventure, entre guillemets. D'après toi, est-ce que à ce moment-là, Gérard, il avait compris qu'il était le dindon de la farce? Est-ce qu'il a voulu mettre un terme à cette histoire? C'est quoi ta théorie là-dessus? Bah, c'est difficile à dire, si tu veux. C'est-à-dire que l'émission a duré 6 ans et on a des indices qui nous permettent de penser qu'à au moins un certain moment, il était conscient de ce qui était en train de se tramer autour de lui. Et il y a aussi des éléments qui vont dans le sens contraire. À plusieurs reprises, pendant les 6 ans qu'ont duré les débats de Gérard, Gérard va reconnaître certaines voix, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais pendant 3 ans, tous les auditeurs qui appellent les débats de Gérard, l'émission, ont la possibilité d'aller sur l'antenne et de discuter avec Gérard, et donc de le faire bisquer, quoi, parce que c'est le principe. Mais les 3 dernières années, il y a 4 auditeurs qui ont le statut de convives exclusifs de ce dîner de cons. C'est-à-dire qu'on va choisir 4 auditeurs parmi les bons clients qui ont bien compris le principe et qui le maîtrisent très bien. Et on va fermer l'antenne à tous les autres. Et donc ces 4 auditeurs exclusifs vont systématiquement être mis à l'antenne, être virés de l'antenne par Gérard quand ils l'ont insulté ou qu'ils se sont moqués de lui, etc. Et revenir sous un autre pseudonyme en masquant un peu leur voix, etc. Et à plusieurs reprises, Gérard va reconnaître certains de ces faux auditeurs récurrents, notamment l'un des 4, puisqu'ils sont 4, qui est un jeune homme qui a une voix vraiment caractéristique. Et donc, il va reconnaître, il va bien se rendre compte que ce type-là revient systématiquement toutes les semaines, plusieurs fois par émission. Et dans le même temps, jusqu'à la fin des débats de Gérard, Gérard va commencer systématiquement toutes ses émissions en demandant aux standardistes de faire correctement leur travail. C'est-à-dire qu'il est persuadé que s'il y a des auditeurs malveillants à l'antenne, c'est parce que les standardistes les sélectionnent mal. Or, évidemment, ils font très bien leur travail, les standardistes, puisque le principe même est de faire venir sur l'antenne des gens qui vont faire enrager Gérard. Et donc ça, c'est un élément qui quand même permet d'être à peu près certain que Gérard n'avait pas compris qu'il était le dindon d'une farce, ou au moins pas totalement. Une autre chose qui frappe, c'est la période où ça se passe. On est donc fin 90, début 2000. C'est l'arrivée d'Internet qui d'ailleurs est présent dans l'émission. Il y a une personne qui est là pour recueillir les mots laissés par les internautes, les tout premiers internautes. Et ce que tu racontes bien dans ton livre, c'est que même après la fin de l'émission, il y a une véritable communauté de fans qui va s'organiser sur les réseaux, qui va aller chercher des archives, parfois enregistrées sur des cassettes, des trucs comme ça, pour rassembler tout ça. Comment s'est formée cette communauté et est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Oui, alors c'est vraiment une particularité assez amusante que j'ai découverte en travaillant sur les livres. Il va y avoir un premier site internet qui va se monter
en 99 ou 2000, je ne suis pas certain, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait WebGG et qui était un premier site de fans, alors vraiment très web 1.0, hein, mais où déjà il y avait des photos qui étaient publiées, qui étaient prises en studio par des auditeurs, il y avait des interviews des membres de l'équipe autour de Gérard, etc. Et puis il y avait un forum aussi. Il va commencer à y avoir une forme comme ça de petite communauté qui va se monter. Quand Gérard est évincé de la radio, cette même communauté va s'organiser pour venir lui rendre visite. À l'époque, en 2002, Gérard vit dans un foyer pour sans-abri à Nanterre. Et donc ces gamins, parce qu'on parle de jeunes qui ont 17, 18 ans, 16 ans, vont venir lui rendre visite, vont lui apporter un soutien moral, financier, vont l'emmener au restaurant, par exemple, vont lui faire refaire son CV, vont essayer comme ça, à leur mesure, de lui apporter un peu d'aide. Et puis, quand Gérard décède, une cagnotte va être montée parce que Gérard, comme je l'ai dit en début d'entretien, a d'abord été enterré au Carré des Indigents, à Désertines, dans la banlieue de Montluçon, dans la solitude la plus absolue. Et quand ça va se savoir, la communauté va s'organiser, recueillir des fonds et lui offrir une sépulture. Aujourd'hui, cette sous-culture Gérard est toujours très active, sur Facebook essentiellement. Il n'y a plus de site internet qui rassemble la communauté, en tout cas ils ne sont plus mis à jour. Mais sur Facebook, il y a une communauté que j'estime à 5 000 à 6 000 personnes, ce qui n'est pas énorme, mais ce sont des gens quand même, c'est une communauté qui est très active. Il y a peu de gens qui sont là et qui font rien, quoi. Et donc, grâce à cette communauté, il y a à peu près 200 débats qui ont été diffusés sur Fun Radio. Quasiment tous les débats ont été retrouvés, ont été numérisés en haute définition grâce à un membre de la communauté qui est ingénieur du son. Et il y a des chaînes YouTube aussi qui se sont montées, qui rediffusent ces débats et également certains débats filmés. Parce que la particularité des débats de Gérard, c'est que Fun Radio avait lancé un concept assez précurseur à l'époque de radio filmée qui s'appelait Fun TV et qui était diffusé sur le câble et le satellite. Et donc il existe une trentaine, quarantaine de débats filmés que certains internautes avaient enregistrés et qu'ils mettent à disposition de la communauté et des curieux sur YouTube aujourd'hui. Si on regarde un petit peu le paysage médiatique sur le web, sur YouTube, sur TikTok, on voit des personnages qui font penser d'une certaine manière à Gérard de Suresnes. Peut-être l'un des plus connus actuellement, c'est l'américain Nico Cado Avocado, qui, à force de mukbang, de repas complètement obscènes, est devenu énorme et qui est pourtant suivi par des millions de personnes. Donc c'est une célébrité qui est suivie, mais qui est aussi détestée, conspuée. On n'est pas évidemment sur le même registre que Gérard de Suresnes, mais je trouve qu'il y a quelque chose de la... Qu'est-ce que ça dit de la célébrité ? Est-ce que Gérard a été un peu précurseur de cette célébrité surprise et un peu, on va dire... un peu haineuse de la part des spectateurs finalement. Je pense que Gérard, au-delà d'être quand même une histoire incroyable et un destin un peu hors du commun, c'est aussi un objet journalistique. C'est pour ça qu'un journaliste comme moi aussi s'y a intéressé. Je pense que ce moment de la fin des années 90, des libres antennes en FM, trash, où tout est possible, où tout est permis, préfigure quand même ce qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que l'AFM est totalement verrouillée aujourd'hui, sous la coupe de grands groupes commerciaux, donc il n'est plus du tout possible que non seulement une émission comme les débats de Gérard existe, mais même que des propos, des gros mots, des insultes soient mis à l'antenne, tout ça est terminé. La télé, j'en parle même pas. Donc ces espaces un peu de liberté anarchique plutôt, on les retrouve aujourd'hui sur Internet. Mais le fait est que Gérard, c'est sa première star éclair un peu. C'est le premier anonyme qui va avoir un micro ouvert sur une antenne de radio nationale et qui va, pour de mauvaises raisons, devenir une vedette et qui va aussi être, grâce à l'interactivité permise par les libres antennes, qui va être trollé, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est une partie aussi de l'histoire. Il y a des auditeurs qui vont accéder à son numéro de téléphone portable et qui vont laisser des messages moqueurs, à son numéro de tatou, donc son beeper, qui va même être piraté et qui va être désactivé à distance. Il y a des auditeurs qui vont l'entarter,
Il y a des auditeurs qui vont mettre des crottes de chien sur son paillasson. Bon, tout ça est quand même malgré tout assez bon enfant. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas très agréable malgré tout. C'est une forme de harcèlement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le kilomètre zéro de ce qu'on voit aujourd'hui de manière totalement massive. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même le filtre du standard. Il n'était pas possible d'avoir l'adresse de Gérard en cliquant des doigts ou même de lui parler en cliquant des doigts. Il fallait quand même passer ce filtre du standard. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez menacer de mort une célébrité en 2 clics. Et donc, ce qu'on a vu, moi j'ai pensé aussi, tu vois, ça va parler aux gens qui nous regardent et qui sont dans la pop culture web et tout, mais Amandine du 38, par exemple, ce genre de personnes qui sont devenues des phénomènes de foire et dont on va se moquer de manière totalement libre, libérée, sans forcément, et c'est ce que je montre dans le livre, voir les dégâts que ça peut occasionner aussi. Thibaut Rest, merci pour cette interview. Tu es donc l'auteur du Conte Minuit, édité aux éditions de Noël. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.